Bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième épisode du podcast C'est quoi ta spécialité? Comme tant que vous avez pu voir dans le premier épisode, chaque semaine, on va rencontrer un médecin différent qui va venir nous parler de son parcours, de sa vie, de son quotidien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une gériatre, Dr Talbot Amont. Oui, ça a vraiment été une bonne discussion. Là. Dans le fond, elle est vraiment passionnée par son travail. Puis, tu sais, elle avait l'air d'être tellement grandie par sa profession. Elle disait que chaque patient y apportait un petit quelque chose. Fait que ça a été vraiment le fun de voir ça puis de pouvoir s'entretenir avec elle. Ouais, si vous êtes curieux par savoir ce qu'est la gériatrie, puis surtout, c'est quoi ce domaine-là qui est pour vrai à grandir, il va y avoir des besoins énormes, je vous conseille fortement d'écouter l'épisode qui suit. Ouais, juste avant, on va aller remercier nos commanditaires. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Medline. Medline est une entreprise qui fabrique et distribue des fournitures, instruments et équipements médicaux. Ça fait plusieurs années qu'ils sont partenaires de la Fédération médicale étudiante du Québec, donc ils ont vraiment une solide expertise dans le domaine, puis ils ont un large éventail de produits. Ils desservent autant les facultés de médecine, les autres institutions d'enseignement, les cliniques et les hôpitaux. Donc, si vous recherchez du matériel médical, n'hésitez pas à aller voir sur le site web, c'est Medline Dufour-Lavigne. Le lien va être en commentaire dans notre vidéo. Et vous allez avoir la meilleure expérience client possible et surtout un rapport qualité-prix qui est imbattable. Sur ce, bon épisode et n'oubliez pas de boire de l'eau. Bonjour, Dr Talbot Amont. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous aujourd'hui. Yeah. Dans le fond, pour commencer, on veut en apprendre un peu sur votre parcours. Donc, on veut savoir, est-ce que vous avez toujours su que la médecine vous intéressait? Ben non. Je me rappelle plus exactement, en fait, à quel moment j'ai eu le déclic, là. Mais moi, je suis rentrée, en fait, au cégep, puis j'ai fait un bac international parce que la coopération internationale, ça m'intéressait énormément. Et puis, fait que déjà, je savais que j'étais en relation d'aide, là, quand même. Là. Je voulais aider mon prochain. Puis c'est un peu à ce moment-là, je pense, en faisant mes sciences de la nature, puis en côtoyant peut-être d'autres élèves motivés qui voulaient vraiment faire médecine, que j'ai commencé à me renseigner. Puis c'est comme ça que j'ai fini par appliquer là, aux différentes écoles de médecine là, après le cégep. Okay. Fait que vous aviez déjà de la facilité à l'école, j'imagine, pour pouvoir rentrer directement après... le cégep. Oui, ça, j'ai aucun mérite. J'ai quand même travaillé un petit peu, là, mais c'est quand même facile, là, depuis le primaire. Puis vous avez fait votre médecine à l'Université Laval, c'est ça? Oui. À Québec? À Québec. Puis est-ce qu'en rentrant, vous saviez déjà un peu dans quel type de spécialité vous vous enlignez ou? Non, c'est encore super nouveau. Comme je dis, c'était quand même un appel tardif. Là, moi, j'avais des collègues qui savaient là, depuis tout petit là, qui voulaient être médecins. Là. Moi, il n'y en a pas dans ma famille des médecins. J'en avais jamais côtoyé. Il a fallu que j'aille chercher un peu l'information alentour de moi. Je suis arrivée en médecine un peu impressionnable. Et puis tout me semblait comme intéressant. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps là, me brancher, si on veut. Là. Même au niveau de la résidence, là, ça a été dur parce qu'après l'externat, je n'étais toujours pas aussi branchée qu'il faut. Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, peut-être que médecine interne, parce que médecine familiale, en fait, ça m'a fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous pourriez demander ça au médecin de famille qui va venir, là, mais moi, je me disais, mais mon Dieu, il faut savoir tout de tout. Hein? Puis il peut arriver n'importe quoi. Puis mon niveau d'anxiété était comme trop élevé. Fait que je me suis dit, je préfère savoir davantage de choses sur une affaire. Fait que c'est pour ça que je suis rentrée en médecine interne. Puis après ça, je me suis dit aussi, ça ne va pas trop me fermer de porte. Fait que, parce que de la médecine interne, on peut aller dans différentes choses. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai manœuvré mes affaires. C'était un peu à tâtons, mon affaire. C'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais c'est un parcours. T'sais. Pour avoir des connaissances en médecine interne, c'est pas mal le parcours comme le plus approprié. Là. En termes d'acquisition de connaissances, ça doit être assez quelque chose comme résidence, mettons. Oui, non, il faut en savoir pas mal. Okay. Ça a bien marché. En médecine interne, je pense que vous faites des rotations dans plusieurs domaines différents durant la résidence. Oui, pas mal toutes les surspécialités de la médecine interne. Puis il y a un gros focus sur tout ce qui est unité d'enseignement en médecine interne, unité coronarienne, soins intensifs. C'est une médecine très, très aiguë et complexe. Là. Mais oui, mais ça, je trouve ça super le fun aussi. Moi, c'est un peu mon problème dans la vie, là, c'est que j'aime pas mal d'affaires. Fait que c'est ça. C'est à quel moment là-dedans que vous êtes dit, moi, j'aurais essayé de me diriger plus vers la gériatrie?
Encore là, moi, j'ai toujours été plus par élimination. Encore là, je suis victime d'aimer pas mal d'affaires. Fait qu'à la fin, mettons, c'est quoi, deuxième année de résidence qu'on fait, début de la troisième année, je pense, en médecine interne, qu'on commence à faire nos applications à la surspécialité. Là, j'étais rendue, j'aimais la cardio, puis j'aimais la médecine interne plus générale, puis les personnes âgées. Fait que là, il y a eu beaucoup de discussions. Je me suis assise avec des gens, des mentors, des gens que je regardais beaucoup dans le programme. J'ai eu la chance de rencontrer, en fait, quelqu'un qui avait fait la même chose que moi, qui avait comme pris le processus d'un entonnoir. Là, qu'est-ce qui fit le mieux? Puis, en fait, cette patronne-là avait choisi, elle, la cardiologie. Puis, elle m'a expliqué pourquoi elle avait choisi cardio. Puis, j'ai dit, mon Dieu, moi, c'est la raison pour laquelle je le choisirais peut-être pas. Fait que j'ai fini par choisir. Fait qu'un peu comme ça, je suis arrivée à gériatrie là, comme finale. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné là, quand il est venu le temps de choisir la spécialité, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui ne te dérangerait pas de faire? Parce que chaque spécialité, il y a ça le bread and butter. Là, l'affaire que tu vas voir à tous les jours puis que tu ne veux pas te tanner. Comme par exemple, cardio, c'est les douleurs thoraciques. Fait que si toi, ta deuxième journée de résidence, tu vois ton troisième cas de douleur thoracique puis tu es déjà écœuré, c'est pas pour toi. La médecine de tous les jours en gériatrie, là, tout ce qui est relations avec la personne âgée, troubles de mémoire, déclin fonctionnel, moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'anime, qui me passionne. Fait que, finalement, j'ai été confirmer ça davantage, encore plus, en faisant ma surspécialité. Puis tous les jours après, depuis ce temps-là, je suis encore plus heureuse. Puis moi, on dirait que ça m'intrigue comment vous avez su que vous étiez intéressé à travailler avec cette population-là. Parce que, surtout en sortant du cégep, j'ai l'impression que c'est pas une carrière qui est tellement valorisée chez les jeunes. Non, du tout. Comme là, je commence à le considérer, mais même il y a 2-3 ans, on m'aurait dit travailler avec les personnes âgées. On dirait que tout de suite, ça m'aurait sonné un peu plate dans ma tête ou quelque chose comme ça. Fait que là, comment vous avez su que ça vous intéressait, en fait? Je pense que ça vient de même plus loin. Je pense que c'est une éducation là, qu'on a. Moi, j'ai eu plusieurs personnes âgées importantes dans ma vie. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, ma grande-tante qui est maintenant à presque 90, qui ont beaucoup pris soin de moi. J'ai eu des figures comme ça de personnes âgées en forme, allumée, bien intéressantes. Fait que j'ai peut-être pas été... on va même dire contaminée par tous les préjugés de la société, comme quoi une personne âgée, ça se rappelle de rien, ça se répète, ça mange des paparmanes, puis non, mais c'est vrai, là, on se bat comme ça contre ça beaucoup l'agisme maintenant, puis ça a ressorti énormément durant la pandémie, là, toutes ces idées préconçues-là qu'on a du vieillissement. Notre société ne veut pas vieillir non plus. Et on nous vend des crèmes pour ne pas avoir de rides. On est là. Fait que, ouais, je pense que ça prend des bons exemples. Ça prend beaucoup de patience. Mais finalement aussi, c'est une population qui redonne énormément. Fait que moi, je pense que si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est essayez-le parce que c'est très, très, très valorisant de le faire. Là. Moi, j'ai tout le temps l'impression d'être une vedette rock là, quand je rencontre un patient qui me dit « Mais mon Dieu, il n'y a jamais personne qui a pris le temps de me poser toutes ces questions-là. » Puis, tu sais, j'ai pas plus de mérite que quelqu'un d'autre. Là. J'ai juste du temps, puis... c'est quand même de l'entre-gens, là. Fait que... mais la reconnaissance est vraiment présente? Ben oui. À la fin de la journée, on est quand même content là, d'avoir fait ce qu'on a fait. Même si on n'a pas nécessairement géré des situations faciles. Il n'y a rien de facile là, dans la perte d'autonomie, puis le long chemin vers finalement... Moi, tous mes patients décèdent là, dans un avenir quand même assez rapproché. Mais de faire une différence... dans la vie de tous les jours jusqu'à ce moment-là, mais c'est quand même important. Puis moi, j'en retire beaucoup. Mais je pense que quelque part, il devait y avoir quelque chose dans ma personnalité qui fait que je suis comme ça aussi. Il y a des gens qui préfèrent des solutions rapides à des problèmes, ou avoir la satisfaction que justement le problème va être complètement réglé, mais on n'a pas ça en gériatrie.
on peut pas dire on patch, là, mais on aide un petit peu, mais sachant qu'on guérira pas personne. Tu sais, le vieillissement, c'est un processus irréversible, mais qu'on aide quand même les gens à avoir une meilleure qualité de vie. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, est-ce que vous avez l'impression que vous avez un meilleur contact avec vos patients en gériatrie? Plus, genre, moi, j'ai l'impression peut-être qu'ils prennent plus de temps aussi, puis le temps de discuter, puis d'aller vers un chemin ensemble. Oui, bien, ça, c'est la beauté de la gériatrie, hein, c'est que nous, on n'a pas... Comment qu'il disait ça? On est low-tech, high-touch. Hein? On n'en a pas de technologie, on n'en a pas tant d'études. Le vieillissement, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure que ça arrive. Là. Les boomers, ça va être nos meilleurs cobayes de bien des affaires. Et la gériatrie s'est développée autour d'une approche. Donc, une approche compréhensive à la personne âgée. Fait que c'est comme ça qu'on traite les gens. C'est en passant énormément de temps à essayer de comprendre leur contexte médical, mais aussi psychosocial. Fait que on a ce luxe-là de passer du temps avec nos patients. Donc, je pense qu'une consultation en gériatrie, là, si tu demandes aux gens au ministère, ils s'attendent à ce que ça dure comme 1h30. C'est quand même énorme, là, considérant... peut-être que d'autres collègues ont comme temps à passer avec leurs patients, là, peut-être en soins primaires ou d'autres choses. Eux autres, ils peuvent les voir plus fréquemment, mais nous autres, on les voit longtemps. Puis ici, vous venez de le dire un peu, il y a un vieillissement de la population qui se passe. Est-ce que vous pensez que les demandes en gériatre vont vraiment agrandir dans les prochaines années? Probablement. Il faut. Malheureusement, je pense qu'on est déjà un petit peu tard là, en termes de formation. Ça prend quand même du temps de former des gériatres. Là où on essaie de concentrer justement aussi nos efforts, c'est à former nos collègues en médecine familiale, puis en première ligne, à prendre soin de ces patients-là le plus possible. Puis nous, ce qui est en train d'arriver avec la gériatrie, c'est que justement le vieillissement normal, ou les gens qui vieillissent bien ou avec des petits problèmes, ben on les verra presque plus. Là. On va vraiment avoir des cas complexes de vieillissement pathologique. C'est vers là que ça s'en va, la gériatrie. C'était une de mes autres questions. C'était quoi exactement la différence entre un patient qui va être référé en gériatrie puis quelqu'un qui est âgé? C'est un patient qui vient à l'hôpital, est-ce que c'est tous les patients d'un certain âge qui va vous être référé? Oui, Seigneur, non. Ouais, parce que c'est ça, j'ai regardé les chiffres, il y a tellement pas beaucoup de gériatres comme... Non. Qui ont vraiment fait le chemin de médecine interne à gériatrie. C'est une poignée de gens, là, quasiment. Oui, même la 3e année là, de médecine familiale, c'est pas encore si populaire que ça. Fait que non, on y va par syndrome. Puis encore là, la gériatrie, c'est jeune. Hein? Je pense que le premier gériatre au Canada, ils l'ont diplômé en 1980, ou en tout cas, tu me diras ça. Okay. C'est jeune. Puis jusqu'à récemment, on est encore en train d'expliquer au monde ce qu'on fait dans la vie. Fait qu'on fonctionne autour de certains syndromes. Donc, tout ce qui est déclin cognitif, trouble à la démarche, des problèmes de comorbidité, parce qu'on voit ça aussi maintenant avec le vieillissement de la population, c'est que les gens vieillissent avec leurs maladies chroniques, puis ils les accumulent. Et puis là, on est rendu à 10-12 diagnostics, puis chacun a ses 2-3 pilules. Puis là, on commence à devenir... L'une entre en interaction avec l'autre. Puis là, bon, si on traite telle maladie, bien là, on va empirer l'autre. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ça qu'on fait, nous, en gériatrie. Puis je pense que le plus important, c'est qu'on essaye d'enligner toutes ces affaires-là, des fois qui sont un peu étourdissantes, avec, avec les préférences, puis... les préférences en termes de soins, puis les objectifs de nos patients. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que ça varie beaucoup. Puis ça va varier aussi ce qu'on va proposer comme approche, dépendant de ce genre de valeurs-là aussi. C'est vraiment les cas, dans le fond, plus lourds un peu ou plus complexes qui vont être référés par les médecins de famille à un gériatre. Oui, c'est ça. Puis ça marche, là. On le voit, le fameux shift là, vers ça. Là. Puis, moi, ça fait pas longtemps que je suis en pratique, là, mais déjà depuis le début, au départ, je me faisais référer des cas, mettons, d'Alzheimer très typiques. Là, puis c'est des gens qui étaient, je veux pas dire ça, mais happily demented, là, des fois, là, où il y avait juste les troubles cognitifs, mais ils étaient bien supportés. Puis il n'y avait pas d'autres problématiques liées à ça. Puis ces gens-là, je les vois plus.
parce que là, les médecins de famille sont assez outillés, ils sont assez connaissants pour faire ça. Eux autres même, puis au moins commencer une prise en charge. Puis moi, je vais les voir comme plus tard, si jamais il y a des troubles de comportement qui se développent ou d'autres choses là, reliées à ça. On avait un collègue qui était très intéressé par la gériatrie, puis lui, il voulait vraiment savoir particulièrement c'était quoi la grosse différence entre faire médecine interne avec la gériatrie ou médecine familiale, puis la 3e année gériatrie. Est-ce que c'est un peu les patients que tu vas voir? Il y a les patients qu'on peut voir. En termes de formation, ben, tu sais, faire une 3e année en médecine familiale, ça veut dire aussi que pendant tes 2 premières années, ben, tu apprends à devenir omnipraticien. Fait que tu vas voir des femmes enceintes, tu vas faire de la pédiatrie. Puis ça fait aussi que dans ta pratique future, tu peux garder ces cohortes-là. Si jamais, toi, ça t'intéresse de faire ça, de pratiquer là, avec tout cet éventail de patients différents, ce qu'un interniste ne pourrait pas faire, parce que nous, on fait de la médecine adulte seulement. En termes de milieu de pratique, ça va changer un petit peu. La plupart des internistes gériatres vont pratiquer en centre universitaire, en centre hospitalier. C'est plus difficile pour nous d'être en communauté. Juste à cause des plateaux techniques puis des équipes. Puis justement, parce qu'on s'est concentré peut-être un petit peu plus sur cette clientèle-là hospitalisée puis plus complexe. Fait qu'on travaille avec nos collègues déjà internistes à l'hôpital. Alors qu'on voit peut-être un petit peu plus les gens en médecine familiale avec une 3e année auprès des gens en communauté, là, dans les CLSC, dans les CHSLD, plus ça. Malgré qu'il y en a, si on va à l'hôpital général juif, il y en a quelques-uns là, qui font quand même de la médecine hospitalière avec une 3e année. Fait que j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de différence. Il y en a peut-être une, juste peut-être aussi au niveau du confort à gérer des maladies chroniques un peu plus complexes, parce qu'on pratique plus ça en ayant le background de la médecine interne. Mais tu sais, si on était pour prendre ces gens-là 20 ans après leur début de pratique, je pense que c'est quelqu'un de bien intéressé pourrait rapidement rattraper un collègue là, qui aurait eu une formation. Fait que c'est peut-être juste au départ là, que tu vois une plus grande différence, puis dans les milieux de pratique. C'est quand même intéressant à savoir qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est sûrement qu'il y en a beaucoup que justement ils rentrent en médecine interne, puis là, c'est là qu'ils se rendent compte que, bon, la gériatrie les intéresse, puis ça, comme vous un peu, qui se redirigent. Sinon, c'est quoi les... vous en avez mentionné quelques-uns, c'est des grands défis dans la population comme plus âgée, mais dans votre quotidien, là, ça de devoir des fois dealer avec la famille ou des grands défis qui reviennent souvent au quotidien? Bien, c'est l'éducation. C'est l'éducation de nos collègues sur ce qu'on fait. Votre éducation, l'éducation des étudiants en médecine. Ça, on voit ça gros parce qu'on sait ce qui s'en vient, puis c'est là, hein? Fait que ça va nous prendre une armée. Premier gros défi. Puis cette éducation-là comprend aussi se battre énormément contre tout ce qui est préjugé, là, tout ce qui est agisme, là, qui est malheureusement, même en médecine, quand même assez présent. C'est pas parce qu'on est devenu médecin que soudainement, notre vision... Nos préjugés changent. Non, c'est ça. On est très victime de ce que les gens pensent alentour. Oui, énormément. Tout ce qui est santé des aidants, là, maintenant, ils les appellent les aidants naturels. Là, c'est des gros enjeux. Ces gens-là, ils ont une charge énorme. Ils ont besoin d'être assurés. Ils ont besoin de se faire coacher aussi, de se faire éduquer. Qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Ils deviennent quasiment des fois des petits docteurs. Là, quand on leur parle, on travaille avec eux autres, là, ils ont des connaissances quand même assez impressionnantes parce qu'ils vont aller la chercher l'information si on leur en donne pas non plus, là, mais ouais. Fait que travailler avec eux autres, travailler avec leur anxiété, gérer justement des fois leur épuisement, ça c'est difficile parce que c'est pas tout le monde qui va oser aussi aller demander de l'aide. Fait qu'il faut être quand même assez à l'écoute de ça. Quoi d'autre Ben, toutes. Toutes. Non, en ce moment aussi, il y a des gros défis en termes de société puis d'organisation des soins.
Puis les gériatres sont quand même impliqués là-dedans, là, mais bon, encore là, la pandémie nous a fait réaliser que tout notre système de soins de longue durée... Les CHSLD, la crise qu'il y a eu... Ça fait dur. Ça ment pas. Ça a amélioré. Ça a été sous-subventionné pendant des années. On est tellement en retard. On n'a pas su attirer les gens puis montrer que ça pouvait être des belles carrières aussi de travailler avec cette population-là. Bon, il y a les maisons des aînés qui s'en viennent. Est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça va fonctionner je sais pas. On verra, mais on ne peut pas être contre la vertu. C'est quand même un beau modèle. Tout ce qui est soins à domicile aussi, c'est quand même assez déficient. Fait que, puis même dans les hôpitaux aussi, tout ce qui est protocole en ce moment, là, au niveau des soins des patients, c'est surtout... il y a quand même un shift qui est en train de se faire, mais ça a surtout été bâti pour une clientèle adulte. Et puis là, on est en train d'adapter ça à une clientèle plus âgée. Parce que dans les faits, les gens hospitalisés, puis pas seulement sur des unités de gériatrie, là, maintenant, c'est partout dans les hôpitaux, c'est surtout des personnes âgées. Fait que c'est des gros défis. Mais c'est le fun, on peut participer avec nos connaissances à la libération de tout ça, là, puis pour améliorer la qualité des soins à nos patients. Puis sinon, c'est quoi, par exemple, les trucs les plus positifs de votre pratique? On en a parlé un peu, mais si vous avez à nommer un élément que vous voulez vraiment attirer les étudiants là, pour dire venez en gériatrie, là, c'est vers quoi vous voudrez tendre? Moi, mon gros coup de cœur, c'est toujours les histoires de vie. Mes patients, c'est des monuments. Peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait dans la vie, ils ont, 90 ans d'histoire, 80-90 derrière. Et puis, il faut juste les laisser parler. Hein. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Moi, je grandis à tous les jours. Je me trouve plus sage maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans, juste parce que ils m'ont appris tellement. Je trouve que c'est une des disciplines où peut-être on reçoit quasiment autant que ce qu'on donne, là, tu sais. Fait que, ouais, ça c'est quand même assez merveilleux et particulier, je pense, à la gériatrie. C'est tellement bien dit, André, Vraiment. ça donne le goût, juste avec 2 phrases. Ouais. Sinon, on avait vu aussi les statistiques. En fait, on s'amusait à regarder un peu sur le web. Puis on a vu que c'était une des spécialités aussi que les médecins se disaient le plus comblés et satisfaits de leur métier. C'est-tu pas beau, hein? Ouais, j'ai comme été surprise. Tu sais, on se fait toujours nommer, tu sais, le Fabulous Four, un peu de ophtalmo, dermato, anesthésie, puis c'est radiologie. Mais là, c'était comme le 2e pourcentage le plus haut après ophtalmo là, de satisfaction de vie professionnelle. Puis, mon Dieu. Mais venez nous voir, les gériatres, on est des gens heureux. On est un peu geek, c'est barre. On est un peu nerd, parce qu'on s'intéresse à un peu n'importe quoi. On est des gens de famille. La plupart d'entre nous ont plusieurs enfants. Puis on met la famille en premier. Puis on a des bons collègues qui nous permettent d'avoir une bonne conciliation travail-famille en général. Je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai eu 2 enfants pendant mon fellow. Là. Puis j'en ai entendu là, des collègues là, avec des drôles d'histoires, là, comme quoi, des fois... on est limité dans les congés de maternité où les gens nous font sentir un peu coupables parce que là, on travaille moins ou bon, moi, ça a toujours été, mais combien de temps tu veux, tu sais? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Fait qu'il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Même avec mes collègues, là j'en ai eu un 3e après. Puis, tu sais, ça n'a jamais été... Tout le monde est très compréhensif. Fait que oui, on a le bonheur facile, les gériatres. On est des bons vivants. D'habitude, dans nos congrès, on a de la bonne bouffe. On est ce genre de personnes-là. Puis, justement, quels outils vous utilisez un peu pour balancer le travail versus famille, puis garder un bon équilibre de vie, puis aussi la passion pour votre métier? Ouais, ça c'est... Je sais pas qui va vous dire qui a trouvé le secret, là. C'est dur, c'est un travail de tous les jours, tu sais. Fait que, une partie, c'est d'avoir une bonne équipe. Alors, moi, j'ai un excellent conjoint qui comprend ce que je fais, mais qui est aussi là pour me mettre des limites puis dire, ben là, ça va faire. Puis j'ai de très bons enfants, puis j'ai une bonne famille en général, là, puis les collègues. Ça, je pense que c'est s'entourer de gens qui comprennent, qui savent ce que tu vis puis qui peuvent t'aider, ça, c'est merveilleux. 1. 2, j'ai des bons mentors aussi. Même dans ma spécialité ou parmi mes collègues, j'ai des gens vers qui je peux me tourner puis qui vont me rappeler c'est quoi qui est important dans ma vie.
J'en ai pas, parce que je peux la nommer, le docteur Verdon, là, qui me parle de mon système de priorité. Elle dit, là, tu as des P1, tu as des P2, puis tu as des P3. Puis là, la P1, c'est ta famille, puis la P2, c'est... Bon, fait qu'on on fonctionne par priorité. Puis souvent, il faut que je me le répète. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de m'entraîner, ça marche à date, parce que je prends des rendez-vous. Fait que j'ai pas le choix de les respecter. Fait que je l'inscris dans mon horaire, puis c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. C'est mon équilibre, c'est mon défoulement. Sinon, vous dites que vous travaillez en centre universitaire. Ça veut dire être impliqué aussi avec l'université, dans l'enseignement, etc. Ça, c'est un autre chapeau que vous devez porter. Comment vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça, le côté académique, ou vous préférez plus vous concentrer sur la pratique? Moi, j'adore ça. Ouais, enseigner. C'est pareil, j'aime ça parler. Fait que ça me tente pas de me répéter puis de dire les mêmes affaires, là, parce que Dieu sait que d'un mois à l'autre, je recommence, je repars la cassette, puis on recommence les mêmes affaires. Mais non, moi, je trouve ça aussi extrêmement valorisant. Puis c'est une autre belle affaire de travailler en centre universitaire quand il y a un étudiant ou un résident qui revient te voir après ça puis qui dit, là, j'ai vu un patient, puis j'ai pensé à vous pour telle affaire, puis j'ai fait la bonne affaire. Oh, ça, c'est merveilleux. J'ai fait la bonne chose parce que vous me l'avez enseigné. Ça, c'est un baume. C'est vraiment le fun. Mais c'est quand même plus exigeant. Là. Il y a quand même... moi, je suis sur quelques comités. Il y a des réunions un petit peu davantage. Encore là, l'université est pas pire. Là. Il essaie de faire ça à des heures possibles et faisables avec une famille. Fait que tout ça est dans le faisable. Mais il faut protéger aussi certains de notre temps. Là. Comme moi... puis dans notre département, c'est comme ça aussi. Il y a personne qui est sur notre horaire de service tous les jours de toute l'année. On se donne des périodes ou des semaines ou des journées, même des fois dans la semaine, où l'on a du temps protégé pour faire d'autres activités. Donc, ceux qui font de la recherche font de la recherche, ceux qui font de l'enseignement on essaie de concentrer nos activités-là. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire ça. Sinon, si tu essaies de faire toutes ces activités-là à l'extérieur de ta clinique, tu dors plus, là. C'est là que ça marche plus. Y a-t-il beaucoup de recherche qui se fait en gériatrie en ce moment? Ben oui, quand même, pas mal. Ça, c'est une autre beauté. Si vous êtes intéressé par la recherche en gériatrie, c'est parce qu'on sait rien. Ou si peu. Alors, vous pouvez choisir un sujet, poser une question, puis il y a des bonnes chances qu'on n'ait pas de réponse encore. Ah oui, tant que ça, hein? Okay. Fait que ouais, il y en a plein de possibilités. Il y a plein de recherches qui se font en ce moment. Il y a beaucoup, même... dans les grandes au CIHR et tout, il y a des volets, là, recherche sur le vieillissement de la population. Fait qu'il y a des fonds pour ça. Vous allez pouvoir être payés. Pensez-y. Ouais, c'est intéressant pour ceux qui sont intéressés par la recherche. Là. Ben oui, exact. Puis on a aussi souvent entendu parler, on en a parlé rapidement tantôt, mais comment que souvent les patients arrivaient avec des listes de médicaments à n'en plus finir. Mm-hmm. Puis là, souvent les gens se disent, mais tu sais, pour être gériatre, faut-tu que j'y connaisse toutes, puis je connaisse toutes ces interactions-là, puis comment je gère avec ça? Comment qu'au quotidien, les listes de médicaments, tout ça, vous êtes capable de prendre ça de l'avant? Bon, on n'est pas tout seul. Fait que ben oui, jusqu'à un certain point, je les connais, là, mes médicaments, par exemple. Même pour les examens en gériatrie, on nous demande de connaître des interactions fréquentes, puis des mécanismes d'action. Fait que, oui, j'ai une certaine formation en pharmacie, mais je ne suis pas pharmacienne, loin de là. Alors, en fait, nous, on travaille toujours en équipe multidisciplinaire. Ça, c'est l'autre affaire que j'ai oublié de vous dire. Les gériatres ne travaillent jamais seuls. Alors, on travaille toujours avec des infirmières, des ergothérapeutes, des physios, et un pharmacien, d'habitude, sur l'équipe, puis un travailleur social. Alors, le pharmacien d'hôpital, mon Dieu, qui est bon. Puis même dans vos autres stages, là, ils savent tout. Et on les utilise beaucoup. Ils ont la coche aussi, là, jusqu'à un certain point, sur les pharmaciens peut-être que vous voyez plus dans les pharmacies communautaires, là, parce eux autres aussi font des études complémentaires. Puis il y en a même qui peuvent faire aussi de la gériatrie, plus précisément, là, fait que eux travaillent avec nous et ils connaissent tout. Alors, ouais, c'est notre âme secrète. Puis, est-ce que ça arrive vraiment souvent qu'un patient arrive puis que là, il y a une liste vraiment intense de médicaments puis que là, finalement, vous pouvez en enlever comme vraiment beaucoup de la liste? Ça arrive souvent. L'autre affaire qui arrive souvent,
tranche de vie, c'est que les gens arrivent avec des listes de médicaments, mais ils n'en prennent pas la moitié. Fait que des fois, même ce qu'on leur demande de faire, c'est d'amener les bouteilles pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe, tu sais, parce que c'est pas rare qu'il y ait même des médicaments qui se font prescrire parce qu'on dit, mais mon Dieu, ça marche pas, hein? On dirait que votre pression, elle reste toujours élevée, puis pour finalement se rendre compte que, tu sais, il faut quand même que la pilule se rende à la bouche. Fait que, ouais, on en découvre des vertes puis des pas mûres. Ça rentre sûrement dans l'éducation des collègues aussi, un peu. Oui. La gériatrie, c'est beaucoup de gros bon sens. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon exemple. Tu sais, oui, c'est bien beau s'attarder à la liste de médicaments, mais la première affaire, c'est est-ce que ton patient, il les prend, ces médicaments? Il y a quand même une sautée partie de la population qui les prend pas, les médicaments, ou qui les prennent pas comme c'est supposé d'être pris, puis ça a quand même un bon impact sur leur efficacité. Oui, clairement. Sinon, une question qu'on aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a, mettons, des caractéristiques ou qualités qui sont un peu requises pour aller dans cette spécialité-là, donc pour aller en gériatrie? Ben quand même. Faut être patient. Des fois, c'est long. Oh mon Dieu, que ça peut être long. Des fois, juste amener le patient du début du corridor jusqu'à la fin, il faut pas être pressé. Faut savoir écouter. Il faut avoir, je pense, une certaine facilité d'entrer en communication avec des gens peut-être un peu plus difficiles. Surtout les gens qui ont des pertes cognitives, qui sont peut-être pas toujours conscients de ça. C'est pas toujours évident. Fait qu'au niveau humain, il faut avoir ces qualités-là. Il faut être extrêmement bon en équipe. Parce que, comme je vous dis, on ne peut pas travailler seul. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir s'attaquer à des problèmes aussi complexes. De toute façon, ce serait la mauvaise chose à faire de s'y attaquer juste du point de vue médical. Il faut vraiment voir la personne dans son ensemble. Et pour ça prend de l'aide de toute cette équipe-là. Alors, il faut très bien travailler en équipe, être un bon communicateur. Travailler aussi avec les équipes traitantes, là, les médecins de première ligne et tout, ça, c'est quand même important. Quoi d'autre que ça prend pour être un bon gériatre? Un bon sens de l'humour, probablement. Pour être capable de trouver les petites choses, les bonnes choses, pareil, malgré tout ce qui peut arriver de mauvais. Mais oui, je pense que c'est ça. C'est bon. Ouais. Sinon, dernier conseil pour ceux qui sont comme nous, des étudiants qui sont à la recherche de leur carrière en médecine. Ben, comme je dis, venez nous voir, venez nous jaser. Puis, peut-être le conseil que moi aussi j'avais reçu, quand le temps va venir, mais demandez-vous, est-ce que moi, je vais être confortable avec le travail du quotidien de cette personne-là? Est-ce que, tu sais, on donne l'exemple du cardiologue, mais là, on peut prendre aussi le pneumologue. Là. Si vous, les sécrétions, c'est pas votre affaire, ou, tu sais, les gens qui sont essoufflés, ça vous fait pas, ben peut-être qu'il va falloir considérer autre chose. Fait que... C'est bon. Puis sinon, est-ce que vous avez un organisme avec qui vous travaillez couramment ou quelque chose que vous aimeriez que nos auditeurs en apprennent davantage sur? Ben oui, en fait... Merci pour la plug. En fait, moi, je voulais juste que vous, peut-être, si vous avez 2 minutes, vous ayez sur le site de la Société d'Alzheimer. Ils ramassent des sous si jamais vous cherchez un organisme à qui faire des dons pour la recherche. Et puis, 2, c'est un organisme qui offre énormément aussi de ressources, tant en termes d'éducation ou de soutien aux personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont des problèmes cognitifs. Et puis, il s'appelle la Société d'Alzheimer, mais il couvre vraiment toutes les démences, là. Et donc, si jamais vous avez un patient ou un membre de sa famille qui est à la recherche d'informations ou de ressources pertinentes, c'est une très, très bonne... un très bon plug à leur donner, un bon outil. C'est bon à savoir. On va mettre le lien dans notre bio. En commentaire. Sur l'épisode. Super. Sinon, on a quelques cadeaux à vous offrir. Donc, on peut juste remercier les compagnies qui ont rendu ça possible. François Lambert et la boîte à vin. Oui, et sinon, pour nos auditeurs, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous du vidéo. Sinon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ça. C'est vraiment apprécié. Un plaisir. Merci.